Dernier virage de cette émission au fil de la transition qui reçoit ce soir M. Samuel Kourouma, membre du conseil politique de l'IFDG, M. Agibou Baldé, entrepreneur et politologue, et M. Youssouf Kourouma, enseignant-chercheur et représentant du réseau des Guinéens diplômés de la diaspora. Dernier point de notre débat ce soir, la situation préoccupante de nos compatriotes en Tunisie et les mesures annoncées par le ministre guinéen des Affaires étrangères pour les secourir. Lors de sa conférence de presse hier, le ministre Maurice Andan Kouyaté informe de la mise en œuvre de la mise en place d'une cellule de crise. Également la poursuite de l'identification des Guinéens vivant en Tunisie en situation. Donc moi je n'appelle pas ça une réaction tardive. N'importe quelle entité, si vous devez communiquer, vous devez avoir une communication d'abord préparée, organisée, mais aussi faire en sorte que vous ne soyez pas choquant et choqué par vos propres propos. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très critique. C'est d'ailleurs le cas un peu partout à travers le monde. Ouais. Mais il y a sauf aussi des que Guinéens dans en Turquie aussi. Effectivement, sauf que dans ces derniers temps, nous avons constaté que le Maghreb est en train de devenir plus ou moins un foyer de tension par rapport à l'accueil des subsahariens. Ouais. Que ce soit les étudiants, que ce soit les migrants, mais aussi toutes ces personnes-là qui transitent dans ces pays-là. La déclaration du ministre Dr Maurice Anda Kouyaté vient à point nommé pour dire que, écoutez, nous sommes une nation, vous êtes une nation. C'est vrai que la Guinée n'a pas trop d'intérêt avec la Tunisie, comparativement au Maroc, à d'autres pays. Au Maroc ou l'Égypte ou encore l'Algérie. Mais il se trouve que nous avons pas mal de Guinéens qui y vivent, pour ce qui est de la Tunisie. Ouais. Il y a un consulat. Ce consulat a un rôle. Ce consulat, disons, a pour rôle de défendre aujourd'hui les Guinéens. Défendre les Guinéens. Ce qui n'était pas fait jusqu'hier. Hein. Les protéger, mais aussi les secourir. Ce qui n'était pas fait, bien sûr. Mais ce que les gens oublient, si vous prenez par exemple un consulat, le consulat a une mission ou a un rôle très limité par rapport à une ambassade. Ouais. Le consulat, le consul qui est là très souvent, vous allez voir que il a un pouvoir limité, il n'a pas un budget conséquent par rapport à une ambassade, il n'a pas des prérogatives qui lui permettent de jouer le rôle, par exemple, d'un ambassadeur. D'un diplomate. D'un diplomate, ouais. En tant que tel. Ouais. Ce qu'il peut, c'est d'écouter son pays. Ce qu'il peut, c'est d'écouter les autorités de son pays qui vont lui donner des consignes. Oui, ouais, mais est-ce qu'il a remonté les informations au niveau de la portion centrale? Je veux Très parler souvent, du ministère. Très souvent, à temps surtout. Très souvent, les consuls ne sont pas traités sur le même pied que les ambassadeurs. Les ambassadeurs sont plus écoutés que les consuls. Et les consuls, comme je le disais tantôt, ce sont des gens qui n'ont pas de prérogatives en tant que tels. Même si il arrivait que sa déclaration puisse aller dans le sens d'intervenir pour aider les Guinéens qui sont là-bas, il va falloir qu'il se réfère. Et le temps pour lui de se référer, vous allez voir que il peut y avoir l'Égypte, par exemple, ou le Maroc, qui couvre la Tunisie. Ouais. En matière de représentation pour ce qui est diplomatique. Ouais. Tout comme vous pouvez voir que le consul là est rattaché à un ambassadeur qui ne vit pas en Tunisie. Et de ce fait, il va y avoir une lenteur dans la procédure. Et cette lenteur-là, il n'est pas donné à un consul d'appeler directement un ministre pour lui faire un compte rendu. C'est à l'ambassadeur de le faire. Et dès lors que l'ambassadeur met du temps à le faire, c'est le consul qui sera vu. Mais ce qu'on oublie, le consul a des prérogatives qui sont limitées. Bien. Et qui ne sont pas aussi
de façon à lui permettre d'être en contact direct avec un ministre ou un chef d'État. Merci. Monsieur Baldé, alors qu'est-ce que cela vous inspire? Parce qu'on a vu quand même d'autres pays qui ont pris les devants. Oui. Le Mali, la Côte d'Ivoire avaient déjà affrété des vols et puis fait des communiqués pour rassurer leurs citoyens. Est-ce que vous comprenez cette lenteur du côté de la Guinée? Merci Monsieur Baldé. Tout d'abord, permettez-moi de parler un peu du cas déplorable de la sortie du président Kais Saied. C'est pas une première que les pays maghrébins en général se rendent coupables de propos comme ça, et on se souvient des propos de l'entraîneur algérien lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc en général, la plupart se considèrent comme des pays arabes et des pays musulmans. Ils ne se considèrent pas comme des pays africains. C'est déplorable pourtant qu'ils font partie de l'Union africaine. Donc, et que cela vient d'un président. Comprenez jusqu'à quel point cela peut fragiliser les Africains subsahariens se trouvant au niveau de ce pays. C'est vraiment déplorable pour notre continent et à la limite c'est une honte. Donc, mais par rapport à la réaction tardive du gouvernement, on aurait souhaité que ça arrive un peu plus tôt. Mais comme l'a souligné M. Kourouma, c'est encore un peu plus difficile quand c'est un consulat. Et j'apprends que c'est l'ambassadeur guinéen qui se trouve en Égypte qui couvre la Tunisie. Mais il a fallu hier que moi j'écoute ça sur Mirador, nommé Aliouba intervenir, qu'après écouter le ministre Maurice Sanda. Oui, c'était avec nous. Mais on a vu que les autres pays, la Côte d'Ivoire, les Maliens s'organisent. Font preuve de réactivité à chaque fois que leurs compatriotes sont en danger. Oui, et nous saluons la mise en place d'une cellule de crise de la part du ministre Maurice Sanda qui se bouge du peu qu'il peut. Mais on aurait aimé qu'il fasse plus d'efforts et espérons qu'au niveau de la cellule de crise, ils vont activer les choses en vue de rapatrier. Ça ne va pas se limiter aux simples annonces, aux simples annonces qu'il y aura quelque chose réellement. Voilà, c'est ça, on espère en fait. On espère que ça ne va pas se limiter qu'aux effets d'annonce. Il ne faut pas toujours attendre que les médias en parlent. Du moment où notre diplomatie a pour vocation de gérer des situations de nous remonter, donc des situations, il faut se montrer présent face à des situations comme ça pour nos compatriotes vivant en Tunisie. On espère que la cellule de crise va très bien gérer cette situation et va se montrer très efficace et très bien. Avant que la situation n'empire. Parce que je suis désolé, mais la situation est très très compliquée pour nos compatriotes. Il y a même des manifestations là-bas aujourd'hui. D'autres sont terrés carrément chez eux. Et ils risquent de perdre leur travail. Des étudiants également qui risquent de faire l'objet d'agressions dans la rue ou à l'université. Certains de nos compatriotes qui sont en train de fuir pour aller se cloîtrer dans des zones où ils ne peuvent pas sortir et vous ne pouvez pas vous cloîtrer longtemps dans un endroit à partir du moment où vous devez vivre. Il faut à un moment donné. Et il faut éviter le pire pour nos compatriotes. Absolument. Monsieur Samuel Kourouma, qu'est-ce que cela vous inspire? Il faut commencer par condamner les propos xénophobes de l'autorité, des responsables. La plus haute autorité, c'est le président Kais Saied du pays. C'est dommage que ce soit à partir de ces propos que le pays se trouve dans cette situation. Que nos compatriotes traversent des moments difficiles comme nous sommes en train de le suivre sur la toile et sur les médias aussi. Mais ça montre aussi la faiblesse de notre diplomatie. Si nous voulons être une nation forte, nous devons avoir une diplomatie forte. Ce n'est pas quand il y a une crise qu'il faut mettre des cellules de crise. Nous devons toujours avoir une cellule de veille qui anticipe sur des crises pareilles. Aujourd'hui, nous avons la quasi... Surtout que les ambassades font comment on appelle, régulièrement de la veille. La veille sur des choses. Nous avons pas mal notre jeunesse qui se trouve dans les pays arabes aujourd'hui, que ce soit pour la formation, que ce soit ceux qui viennent dans ces pays pour traverser la Méditerranée. Nous en avons des millions de Guinéens dans ces pays arabes. Et ce qui arrive en Tunisie, l'État doit anticiper, ça peut aussi arriver dans d'autres pays. Mais notre cellule de veille ne doit pas être là. C'est quand il y a une crise, on met en place une cellule. C'est que nous fonctionnons comme un État qui n'anticipe pas. Et notre service diplomatie devrait aller plus vite. Nous avons vu les Ivoiriens, les pays amis, qui ont déjà frété les vols pour amener
et les compatriotes. C'est pas la première fois quand ça a commencé en Ukraine. Vous avez vu ce que ça a pris. Combien de mois ça a pris avant que le premier Guinéen arrive à Conakry, et nous voulons que Maurice Sanda ne soit pas là seulement pour s'attaquer à la CEDEAO. C'est bien vrai. Il en a profité hier pour s'en prendre également. Nous sommes dans la CEDEAO, mais chaque pays gère sa diplomatie. Raison pour laquelle quand vous venez dans un pays de la CEDEAO, vous avez l'ensemble de ces pays, soit ils ont leur consulat, soit ils ont leur ambassade. Chaque pays est indépendant de la gestion de sa diplomatie. Notre diplomatie n'a pas été à la hauteur. Encore, c'est les effets d'annonce. Nous entendons les effets concrets. Nous voulons voir le premier vol frété pour que ceux qui sont là-bas pour étudier, ceux qui n'ont pas une situation stable, ceux qui n'ont pas une présence utile en Tunisie, puissent rentrer au pays, qu'on puisse les accompagner, afin qu'ils puissent s'insérer dans la société guinéenne. Monsieur Baldé, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que certains compatriotes ne vont pas refuser de rentrer parce qu'ils se disent, quelle que soit la situation sur place, ils préfèrent affronter ça que de revenir dans leur pays d'origine pour souffrir aussi. Il y a de ces cas-là que nous connaissons souvent. Est-ce que ça ne sera pas une difficulté pour le président également? Ne voudront pas revenir parce que vous savez déjà et les personnes sur lesquelles on est en train de parler, c'est ceux qui sont là-bas pour des objectifs de l'immigration clandestine. Donc ils sont partis dans l'objectif de passer et de prendre la mer, chose que nous déplorons parce que c'est tout à fait déplorable que jusqu'à présent et que dans notre pays les gens se mettent les candidats à l'immigration continuent à croître. Et certainement, on trouvera d'autres compatriotes qui ne voudront pas revenir. Mais je pense qu'à un moment donné, si les autorités ne s'activent pas très vite en vue d'un rapatriement de ces compatriotes organisés, on finira par retrouver nos compatriotes dans des prisons. Parce que hier, le témoignage de Aliou disait au niveau de Mirador, qu'ils sont harcelés, ils ne veulent pas sortir. Dès qu'ils sortent, c'est la garde nationale où ils sont à leur trousse. Donc c'est sûr, si on ne fait pas quelque chose, et forcément nous allons assister aux pires choses qu'on ne souhaitons pas. Et on espère que nos compatriotes se trouvant là-bas dans le cadre du projet de l'immigration clandestine comprendront que la nécessité actuellement vit face au danger des propos du président qui vont se porter volontaires pour revenir. Pour préserver leur vie. Exactement, c'est le plus important. Bien, Monsieur Kourouma, et qu'en est-il justement des organisations sous-régionales, la CEDEAO, mais aussi l'Union africaine? C'est vrai qu'il y a eu une réaction de l'Union africaine récemment, mais c'était vraiment tard. Alors, en pareille circonstance, qu'est-ce que les organisations peuvent faire pour, en tout cas, rappeler à l'ordre un de ces États qui se comporterait de cette manière-là? Oui, monsieur Yaya, en pareille circonstance, on ne peut faire rien d'autre que d'être solidaire. Parce que si vous prenez les relations entre États, je le disais tantôt, il y a des relations bilatérales, mais aussi il y a des relations qui sont multilatérales. Tout à fait. Et là, on est dans ce cadre de figure. Et là, nous sommes dans le cadre du multilatéralisme. Et même dans ce sens, vous savez, quoi que l'on dise, ce n'est pas tous les États africains qui auront le goût de sanctionner le dérapage du président tunisien. Parce qu'ils ont des intérêts avec la Tunisie. Tout à fait. Parce qu'ils sont des États alliés, des partenaires. Des partenaires potentiels de la Tunisie. Donc, de ce fait, le champ international est très compliqué. Donc, le fait de se prononcer sur un tel sujet, le moindre propos et le moindre acte est pourrait être un propos interprété de mille manières, dans un sens carrément négatif. Mais lorsqu'il s'agit des vies humaines sur le terrain, lorsqu'il s'agit des vies, je pense qu'on ne doit pas avoir d'autres considérations. Ce que vous oubliez, quand il s'agit des vies, là, il faut intervenir. Moi-même, j'ai fait le Maroc, je sais comment ça se passe. Mais depuis que je suis là, je ne suis pas passé dans les médias pour dire que c'est ce qu'on m'a fait, j'ai été victime de ceci. Ça, c'est pour ne pas ici exacerber les tensions. Mieux vaut gérer aujourd'hui ce qui se passe en Tunisie de manière intelligente
que de dire que les Tunisiens aussi qui sont dans les pays subsahariens vont être victimes de ce qu'ils sont en train de faire subir à nos frères. Ça pourrait être un dommage collatéral. Mais ce que moi j'aimerais que les Guinéens comprennent et que l'Afrique comprenne, si vous prenez aujourd'hui la nouvelle configuration des ministères des Affaires étrangères dans nos pays, vous avez aujourd'hui par exemple en Guinée 3 directions qui essaient de venir en aide aux Guinéens vivant à l'étranger. Vous avez l'Observatoire guinéen pour la migration, c'est une très grande direction. Vous avez le Fonds d'assistance pour les Guinéens rapatriés. Vous avez la direction des Guinéens de l'étranger. Donc ce sont des directions qui sont là pour défendre les Guinéens qui sont à l'étranger. Tout dernièrement, le ministère a changé de dénomination. Ce n'est plus le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Mais plutôt le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Je dis bien établis à l'étranger. Ça veut dire quoi? Qu'on essaie de faire la part entre ces Guinéens-là qui sont dans les normes à l'étranger et ces autres Guinéens qui sont partis dans le sens de traversée. Est-ce que je me fais comprendre? Donc du coup, dès lors qu'on arrive à faire cette distinction entre ces deux entités, qui sont quand même des Guinéens qui doivent être défendus, quelle qu'en soit leur situation, en toutes circonstances, et en tout lieu, bien sûr. Ceci étant, on doit essayer aujourd'hui de faire en sorte que l'immigration puisse être attrapée par la racine, surtout l'immigration clandestine. Moi, je ne vois pas l'intérêt qu'un Guinéen puisse prendre 100 millions, mettre dans l'immigration et aller souffrir en Tunisie de la sorte. Oui, mettre 100 millions dans les études et rapporter quelque chose au pays, je suis d'accord. Mais le contraire, je ne le soutiens pas. Pourquoi? Parce que l'immigration, la migration est aujourd'hui ce qu'on appelle une question de responsabilité partagée. Vous avez le pays d'origine, qui est la Guinée, qui est responsable. Le pays de départ. Le pays de départ. Vous avez le pays de transit, qui est la Tunisie, qui en est responsable, mais qui doit aussi protéger les étrangers se trouvant sur ce sol-là, sur leur territoire. Mais aussi, vous avez le pays d'accueil qui en est responsable. Pourquoi? Parce que si vous avez une politique qui sélectionne les meilleurs, les autres aussi vont dire pourquoi pas nous? Si vous êtes en norme, vous avez les papiers, pourquoi ne pas nous permettre de pouvoir voyager dans un sens responsable? Donc, ce que moi je demande, l'Union africaine, la CEDEAO, l'ONU, nous sommes dans le sens du multilatéralisme. Ce sont les États qui y sont représentés, ce sont les États qui sont présents. Ils doivent faire attention avec leur communication. S'ils doivent communiquer, qu'ils communiquent avec responsabilité. Parce qu'on n'aimerait pas qu'une communication puisse nous envoyer une autre crise où on va avoir des mois, des centaines de mois. Monsieur Gourma, vos inquiétudes par rapport à la communication, n'oubliez pas, aujourd'hui nous sommes dans un monde des réseaux sociaux où il y a d'autres canaux alternatifs par lesquels les citoyens peuvent s'exprimer, au-delà même des médias traditionnels, des médias classiques que nous sommes. D'autres ont ces réseaux sociaux-là, ils peuvent divulguer des informations et ça peut aller plus vite, monsieur Gourma. Bon, aujourd'hui, là où nous sommes avec la communication, l'Union africaine a fait une sortie. Malgré que cette sortie arrive un peu en retard, mais je crois qu'il faut laisser la question se jurer au niveau des diplomaties de chaque pays. Il ne faut pas que les citoyens se rendent coupables d'exactions sur les Tunisiens vivant chez nous en Guinée. Si eux, ils se comportent comme ça... En tout cas, là-dessus, le ministre a rassuré que tous qui sont là, ils sont chez eux, tant qu'ils respectent la législation guinéenne, ils n'auront aucun problème. C'est de rentrer au pays. J'ai dit tout à l'heure, si votre présence n'est pas motivée pour des raisons d'études, si c'est pour traverser la Méditerranée, des raisons économiques, l'État doit faire un maximum d'efforts pour encourager ces jeunes à rentrer. Le pays est trop riche pour voir nos compatriotes dans un état comme ça. Mais est-ce que les jeunes ne fuient pas également ce manque de perspectives avec des manifestations à n'en plus finir, mais aussi une situation économique et sociale
très difficile aujourd'hui. C'est aussi de la responsabilité. Laissez-moi placer ça. C'est aussi de la responsabilité de vous, les politiques. Est-ce que vous n'avez pas échoué, M. Kourouma, vous, les politiques? Je dis, la politique est menée, la politique d'immigration doit venir d'un pouvoir politique. Dans notre projet de société, nous mettons en avant les ressources humaines. Le projet de société de l'UOPDG, si vous ne l'avez pas, je peux vous en donner une copie. Nous mettons en avant les ressources humaines. Nous pensons que aux Guinéens, les 13 millions de Guinéens, chacun doit avoir son compte dans ce pays. Aucun Guinéen ne doit mourir en Tunisie. Aucun Guinéen ne doit mourir pour traverser la Méditerranée pour l'Europe. C'est pour cela que nous nous battons pour que le président Cellou Dalein soit élu à la tête de ce pays. Parce qu'il a le meilleur projet de société pour assurer que chaque Guinéen compte dans ce pays et que nous avons suffisamment de recherche pour pouvoir vivre dignement chez nous. Bien, M. Aguibou, vous êtes un produit de l'école guinéenne, mais en même temps, vous êtes entrepreneur. Vous n'avez pas décidé de prendre une voie irrégulière. Je pense que c'est aussi un modèle à saluer. Et qu'est-ce que tout ça vous inspire aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire ici pour réussir? Voir les jeunes prendre la route de l'immigration, c'est un désespoir pour eux. Parce qu'en fait, rien ne peut te pousser à quitter ton pays si tu n'as pas de désespoir. En fait, parfois, il faut créer les conditions et se donner les moyens aussi de se battre pour réussir chez nous ici. C'est possible de réussir, de travailler, de réussir en Guinée. Mais que parfois, la plupart, vous allez retrouver encore parmi ces candidats à l'immigration. Parfois, c'est des gens qui ont traversé des périodes très difficiles, très compliquées ici, qui se livrent à ça. Et chose qui est tout à fait déplorable, mais il faut savoir se reprendre et se redonner courage et force pour envie de réussir. C'est tout à fait possible. Moi, je demande à tous nos compatriotes qui sont dans ce projet d'immigration clandestine en Tunisie, dont la situation se complique davantage à travers les propos du président, de se porter volontaire à revenir. De rentrer chez eux. Voilà, merci beaucoup. C'était tout pour au fil de la transition pour aujourd'hui. Nous avions comme invité M. Youssouf Kourouma, enseignant-chercheur et représentant du réseau des Guinéens diplômés de la diaspora, mais aussi avec nous M. Samuel Kourouma, membre du conseil politique de l'IFDG. On a eu également M. Aguibou Baldé, entrepreneur et politologue. J'apprends que c'est votre anniversaire. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Et merci, on se dit à la semaine prochaine pour un autre numéro 2 au fil de la transition.